faut surtout rappeler que la physiologie de la femme, c'est d'avoir des règles Oui, c'est un signe aux vital. alentours de 30 jours, entre 24, 26, 30, 35. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est que si on n'a pas ces règles tous les mois, Il y a un problème. il y a un Ce problème, n'est pas normal. quel qu'il soit. Là, on parle de Oui, SOPK, ça peut être autre mais chose. ça peut être autre chose. Donc, en fait, plusieurs variations de cycles répétées dans un trimestre ou dans un semestre, on va consulter. Vraiment. Parce que la norme veut qu'on ait nos règles tous les mois. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk TV dans l'émission Et si on papotait, au programme de nos papotages d'aujourd'hui, le SOPK, autrement dit, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que c'est un problème de santé publique important. C'est l'un des troubles hormonaux les plus courants chez les femmes en âge de procréer. La maladie touche environ 8 à 13% des femmes en âge de procréer, ce qui n'est pas rien, mais surtout, jusqu'à 70% des cas ne sont pas diagnostiqués, d'où la problématique. J'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui 4 invités sur mon émission. Alors, c'est superbe de vous avoir toutes les 4, mais ça veut dire aussi que certaines d'entre vous sont atteintes du SOPK et on va en parler aujourd'hui. Je vais commencer par Émilie. Émilie Cotta, tu as 33 ans, tu es directrice adjointe d'une association de patients et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, tu as plusieurs comptes. Un compte qui s'appelle Ketchoupi Fitness. Trop mignon, c'est choupi, où tu partages ton quotidien sportif et des recettes saines, hein, c'est bien ça, saines et gourmandes. Saine et gourmande. C'est important de le dire, ça. Et l'autre compte, Mon Carnet, c'est bien Mon Carnet PMA, c'est ça? Mon Carnet PMA, un compte où tu racontes ton parcours de PMA. On va y revenir juste après. J'ai l'honneur aussi de recevoir Eva Lecoq, qui a 26 ans. Tu es entrepreneuse et cofondatrice de Sova. Yes. On va en parler après. Tu vas tout nous dire. Tu es passionnée de sport, de santé, de bien-être. Toi, en fait, tu as toujours eu ce SOPK, mais c'est surtout que les signes sont arrivés vers l'âge de 14 ans, aux premières règles, et le diagnostic plutôt vers 20 ans. On y reviendra juste après. Emeline Élouin, voilà, que je dise pas de bêtises. 36 ans, tu es vice-présidente, je vais y arriver, bénévole de SOPK Europe, et tu as été toi-même diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques à l'âge de 17 ans. Enfin, j'ai terminé exprès par Sabrina, connue sous Sab Santé sur Instagram, parce que tu n'as pas de problème d'SOPK, tu as 40 ans, et tu es kiné et ostéopathe spécialisée en rééducation abdominaux-périnéale. Tu prends en charge la peau et les cicatrices et tu le dis toi-même, tu es en quelque sorte une kiné de la femme. Tu travailles toujours au cabinet, le reste du temps, tu crées du contenu sous le pseudo que j'ai cité, donc Sab Santé, sur Instagram et YouTube pour les sensibiliser à la santé et que les gens prennent soin d'eux. Ça, c'est, je pense, bien résumé. Émilie, ce que je n'ai pas dit, c'est que toi, tu as été diagnostiquée en janvier 2023. Donc, c'est assez récent. Tu es en parcours de PMA depuis 1 an, 1 an et demi. Et tu es également secrétaire générale de l'association ASSO SOPK. Ça fait beaucoup de variété dans mon émission aujourd'hui et j'adore ça. On va commencer par Émilie, puisque je viens de terminer par toi. Émilie, comment ça a commencé, même si je l'ai dit, comment ça a commencé ce diagnostic en janvier 2023? Qu'est-ce qui a fait que tu as consulté d'ailleurs? Comme beaucoup de femmes, ça a été un désir de grossesse. Donc en avril 2022, à 31 ans. Ça faisait un peu plus de 10 ans que j'étais avec mon conjoint et on s'est dit qu'il était temps peut-être d'arrêter la pilule. Il faut savoir, et c'est important, que moi j'ai pris la pilule en continu pendant quasiment 10 ans, même plus je pense, parce que j'ai été diagnostiquée d'une endométriose à 18 ans. Donc l'endométriose à cette époque-là, c'était « Écoutez madame, vous avez une endométriose, c'est superficiel, on vous met sous pilule en continu, et puis vous reviendrez quand vous voudrez un bébé. Par contre, attendez pas trop, 25 ans, sinon ça peut être compliqué. » À 18 ans, quand on n'a pas de mec et qu'on n'a pas du tout d'envie d'enfant, on se le prend un peu en pleine face. Et ça a été, enfin pour moi, je pense qu'après, ça a beaucoup joué dans le fait qu'on ait eu ce désir d'enfant un peu tardif, parce qu'on était, je suis avec mon conjoint depuis qu'on a 20 ans, donc ça fait quand même un petit moment. Et donc, le 7 avril, en avril de 2022, je décide d'arrêter la pilule pour ce projet bébé, et 9 mois plus tard, toujours pas de règles.
Donc j'avais eu des spottings, j'avais eu des règles de libération. J'ai appris que c'était des règles de libération juste après parce que je faisais un test d'ovulation et j'avais mes règles le lendemain. Un truc qui clochait là-dedans, un truc qui allait pas du tout. Et donc en janvier, j'ai décidé de consulter en étant persuadée que c'était en lien avec l'endométriose. À aucun moment je me suis dit que ça pouvait être autre chose. Je me suis dit bon, j'ai pas mes règles, alors j'ai pris la pilule pendant 12 ans, j'ai pas eu de règles pendant 12 ans, peut-être que ça peut jouer. Et donc en janvier, je fais ce test, ce bilan hormonal. Je vais voir un gynéco spécialisé en infertilité avec une casquette endométriose. Et il se trouve qu'il me fait faire ce bilan hormonal et que lors de ce bilan hormonal, je reçois les résultats et là, je regarde, je comprends pas tout. Mais vu que je suis curieuse, je cherche un petit peu par moi-même. Et en cherchant un peu, je tombe sur ce fameux syndrome des ovaires polykystiques auquel j'en avais entendu parler parce que j'ai forcément 2-3 personnes autour de moi qui sont concernées. Mais je m'étais jamais forcément intéressée au sujet du tout. Et je lis ce SOPK et là, j'ai un bilan d'endométriose que j'avais fait en 2019 qui me revient, où je sais pas pourquoi j'ai ce compte-rendu en tête et je ressors ce compte-rendu où c'était la première fois qu'on me faisait une écho endovaginale pour l'endométriose. Et je vois en conclusion endométriose superficielle, ovaire d'aspect polykystique à comparer avec une prise de sang hormonale. Et en fait, le gynécologue qui me suivait ne m'a jamais demandé de faire cette prise de sang. Et c'était en 2019. Donc là, je me suis pris ça en pleine figure en me disant, bah en fait, si c'est ça, et c'est certainement ça, je me suis plus ou moins auto-diagnostiquée, tu as perdu 4 ans. Donc, à cause d'une négligence médicale, tu aurais pu gagner 4 ans et tout le parcours dont on parlera après, je pense qu'il s'en est suivi, aurait pu être, je pense, plus facile et plus serein si j'avais su que ça allait être compliqué. Donc, j'ai été diagnostiquée en janvier 2023 et j'ai directement commencé mon parcours de PMA dès qu'on a été diagnostiqué. Le gynéco n'a pas attendu les fameux 1 an de tests. Oui. Là, j'avais pas eu de règles pendant 9 mois. Bon, il s'est dit que... Le but aujourd'hui, c'est effectivement de parler du SOPK pour éviter l'errance médicale dans laquelle on peut parfois se trouver. On va revenir après sur le parcours PMA certainement et d'autres aspects. Emeline, je te voyais acquiescer. Est-ce que tu te retrouves dans son parcours? Raconte-nous pour toi. Pour moi, ça a été un petit peu différent. Après, oui, il y a des symptômes assez commun, puisque moi, ça a démarré par une aménorrhée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très, très jeune, très tôt, 17 ans. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une chance d'être diagnostiquée si jeune. Et oui, du coup, je pense que même s'il y a eu le rejet du diagnostic au départ, je pense que je le prends avec plus de sérénité aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'être diagnostiquée si tôt. Moi, mes règles, elles n'ont jamais démarré, en fait. Donc, quand on est jeune fille à 13-14 ans, pour moi, le repère, c'était l'âge de ma maman, par exemple. Donc, c'était à 14 ans et demi. Donc, c'est passé, j'ai attendu, j'ai continué à attendre. Et puis, finalement, à l'âge de 17 ans, je n'avais toujours pas mes règles. J'avais du spotting, effectivement, mais j'avais pas vraiment de règles. Donc, on commence à se demander ce qui cloche chez nous, quand même. Enfin, c'est vrai que ça nous inquiète un petit peu. Et surtout, j'ai pris en quelques mois une grosse quinzaine de kilos. Alors, je suis pas très grande, là, je suis assise, vous voyez pas, mais je fais 1m62. Donc, ça s'est quand même vu assez rapidement. Perte de cheveux, l'acné, la fatigue et beaucoup de douleurs aussi, beaucoup de douleurs pelviennes. Moi, j'allais souvent à l'infirmerie quand même. Ça, c'est un signe aussi chez les adolescentes. Il y a beaucoup de passages à l'infirmerie. En fait, j'ai eu de la chance là-dedans, c'est que ma maman était infirmière. Et donc, elle a été interpellée, en fait, par tous ces symptômes. Alors, ça avait eu un impact sur ma vie directement parce qu'à l'époque, je faisais de la gymnastique et de la GRS en compétition. Je devais partir en sport-études et malheureusement, je n'ai pas pu du coup parce que forcément 15 kilos plus la pilosité qui explosait, plus la perte des cheveux, et les 15 kilos, le juste au corps. Moi, je pouvais plus, j'étais en rejet total de cette discipline que j'aimais pourtant énormément et que je pratiquais depuis plusieurs années. Donc, elle m'a emmenée voir le médecin généraliste, notre médecin de famille, qui m'a prescrit, qui m'a sorti le polycopier A4 avec le régime alimentaire. Que tu connais peut-être. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ce qu'on m'avait proposé. Puis un médecin nutritionniste, qui j'allais en consultation avec ma maman, forcément, comme j'étais mineure, qui a sous-entendu devant elle que, en fait, je dévalisais les placards en son absence. Donc voilà, ce qui était faux, mais bon, j'ai trouvé que devant elle et devant toi. Oui, un peu violent quand même, pour le coup. Et puis en fait, après, elle a eu les bons réflexes, c'est qu'elle m'a emmenée voir un gynécologue endocrinologue. Donc, comme le diagnostic du SOPK, ça se fait, et à l'époque déjà, ça se faisait par élimination d'une autre pathologie avant de se pencher sur les critères de diagnostic. On a été soulagés d'apprendre que j'avais pas de tumeur sur l'hypophyse parce que c'était la première suspicion.
Donc soulagée d'apprendre que c'était pas ça. Ensuite, bon, on a vérifié que c'était pas de l'hypothyroïdie, etc. Et ensuite, on s'est penché sur le SOPK finalement assez rapidement. Moi, je dirais qu'en quelques mois, j'ai été diagnostiquée quand même. Donc ça a été hyper rapide. Il y a des femmes qui attendent plusieurs années avant d'avoir un diagnostic. Bah voilà, en fait, le gynécologue endocrinologue m'a diagnostiqué du SOPK, m'a prescrit, enfin j'ai eu un traitement pour pouvoir démarrer les règles, puis la pilule. Donc on est sur un processus classique. À 17 ans, on m'a dit ça va peut-être être compliqué d'avoir des enfants. Donc c'est toujours à 17 ans non plus, c'est pas facile à entendre. Franchement, c'était pendant des mois, je n'ai pensé vraiment qu'à ça. Même si c'est un âge où on pense pas forcément à ça, mais toi, tu imaginais être mère plus tard. Alors, du coup, vraiment, il y a eu plusieurs mois après où je pensais qu'à ça. Ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai pas encore d'enfant. J'en voudrais, mais c'est pas non plus. Comment dire, à l'époque, ça m'avait vraiment obsédée pendant plusieurs mois. Je pensais qu'à ça. Ça m'avait vraiment mis dans un état de déprime, de me dire que ça allait être peut-être compliqué d'avoir des enfants, alors qu'à 17 ans, on vit sa vie. Hein, on n'est pas tout de suite dans ces considérations-là. Et puis, voilà, comme il m'a prescrit la pilule et que sur le coup, ça me soulageait quand même que mon poids s'était stabilisé, que je commençais à en perdre progressivement. Je pense que pour le coup, j'ai pas mesuré tout de suite l'impact que ça allait avoir sur toute ma vie, puisqu'on m'avait un peu minimisé le diagnostic quand même. On m'a dit, c'est un syndrome des ovaires polykystiques. Bon, c'est assez courant. Voilà, on vous donne la pilule et puis c'est ça. Quand vous voudrez les enfants, vous reviendrez me voir si ça fonctionne pas tout de suite. Et on verra. Et on verra. Bon, on reviendra à ça. Merci. Eva, Eva, dis-nous tout. Moi, c'est marrant parce que c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que moi, donc comme Emeline, j'ai jamais eu mes règles. Enfin, je les ai eu une fois, puis après 2 ans plus tard, une fois. Donc, on va voir le gynéco, on se dit qu'est-ce qui se passe? On nous dit que c'est rien parce qu'on est jeune. Puis après, toujours rien pendant 2 ans. Donc là, j'y retourne. Et puis après, je les avais tous les 15 jours. Et donc là, à ce moment-là, ma gynéco me dit, en fait, globalement, c'est juste que vous êtes en train de prendre du poids. Et pareil, elle sous-entend que à ce rythme-là, je vais finir obèse. Parce qu'en effet, sur les dernières années, de mes 15 à mes 17 ans, j'avais pris un peu de poids parce que j'étais mal dans mon corps, je pense, par rapport à cette aménorrhée, parce qu'on se sent différente des autres filles. Oui, c'est ce qui avait été évoqué. Donc vraiment, on se sent différente, hein, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas femme. Moi, je pense que j'ai eu un vrai souci avec mon non pas que avoir ces règles définit le fait d'être une femme, mais ça reste un point où à l'école adolescente, on se dit OK, j'ai pas mes règles. Est-ce que déjà on se pose tout de suite la question des enfants, est-ce que je suis fertile, est-ce que je suis vraiment une femme, enfin des questions qui peuvent nous traverser à l'époque. Et donc je pense que cette un peu crise identitaire fait que moi j'ai développé des troubles du comportement alimentaire parce que je prenais du poids sans comprendre. Donc j'ai essayé de perdre du poids et ça ne fonctionnait pas. Donc je craquais et là par contre pour le coup moi je dévalisais les placards en cachette. Et donc après on a été voir une diététicienne, pareil la feuille A4 mais qui fonctionne pas. Et puis, alors je vais juste rassurer ceux qui nous regardent. Non, oui, c'était à l'époque. La diététique a changé, hein, normalement. Hein. Mais c'était pas de beurre, alors que bon au final. Pas de féculents. Sur alors le soir, non justement moi elle m'encourageait à manger plus. Bon, ça va. Mais au final à moins me restreindre, elle m'encourageait à moins me restreindre, mais c'était voilà fallait que je pèse etc. Enfin bon c'était un régime qui me convenait pas forcément. Et donc, on est retourné voir la gynéco et à ce fameux rendez-vous où elle me dit, tu à ce rythme-là, tu vas finir obèse, elle m'a aussi donné la pilule. Alors que moi, j'étais vierge et j'avais pas de copains, pas du tout de projet, enfin, de besoin de contraception. Mais la pilule, on m'a dit, ça va te donner tes règles. Ce qui est effectivement vrai. La pilule crée des faux saignements chaque mois. C'est faux. Qui donnent l'impression, oui, c'est des faux, mais qui donnent l'impression d'avoir des règles. Donc, moi, pareil, je me suis pas posé la question pendant quelques années. Et puis après, j'ai voulu arrêter ma pilule parce que vraiment, je faisais beaucoup de troubles du comportement alimentaire et je prenais beaucoup de poids. Donc, je me suis demandé si c'était pas ça. Donc, en Erasmus, à un moment, je me suis dit, j'arrête la pilule et je vois si j'arrive à perdre du poids. J'ai pas de retour de cycle. Donc, de retour en France, je vais voir le gynéco qui me fait prise de sang et échographie. Donc, qui aurait pu me diagnostiquer du SOPK, mais qui m'a rien dit. Et qui m'a juste dit, reprenez la pilule. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est ressorti de cette prise de sang et globalement, un SOPK, vraiment. Mais j'avais une aménorrhée de 4 mois. Mais il l'a pas évoqué? Non, il m'a juste dit les phrases classiques. Donc, revenez me voir quand vous voulez des enfants parce que ça va être difficile. Et puis, vous avez les ovaires feignants. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, alors que c'est même plutôt l'inverse, en réalité. Et puis, prenez la pilule, tout ira bien. Et voilà. Donc, j'ai repris la pilule. Et puis c'est 1 an plus tard où vraiment j'ai beaucoup appris moi aussi sur mes troubles du comportement alimentaire en me renseignant sur la nourriture etc. que
voilà, par mes recherches, j'ai entendu parler du SOPK. Et là, je me suis dit, bah, c'est quand même vachement moi. Et donc, je suis allée voir un gynécologue spécialisé qui a enfin mis les mots, même si au final, je sais maintenant, quand on connaît très bien comment se passe le diagnostic du SOPK, que tout n'était pas éliminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important d'éliminer d'autres pathologies et de ne pas faire d'autodiagnostic. Et moi, en fait, même le gynéco, quand il a vu mes examens, il m'a diagnostiqué d'un SOPK, alors qu'en réalité, ça aurait pu être autre chose et ça n'a pas été assez creusé. Mais donc, partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais le SOPK. Et bon, bah, bien sûr, il m'a dit de rester sous pilule et qu'il y avait rien à faire et que c'était pas grave parce que tout le monde avait ça et que c'était la maladie du siècle et qu'il y avait rien. Voilà. Donc, un peu les trucs qu'on a Bateau. entendus jusqu'alors. Oui, je vois que là, tout le monde est voilà. d'accord, Ouais, on dirait. voilà. Même Sabrina, je Bah, vois des oui. regards, ça me fait une transition là vers Sabrina. Exactement. Qui, donc, je rappelle, toi, tu n'es pas atteinte de SOPK, mais tu côtoies des femmes atteintes de SOPK. Quel est ton rôle Alors, raconte-nous tout. Il est assez particulier parce qu'en tant que kiné et ostéopathe, j'ai pas forcément d'apport thérapeutique spécifique pour le SOPK. Mais en fait, soit elles viennent pour autre chose, pour de la kiné classique, pour des séances d'ostéopathie. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me définis en tant que kiné de la femme, je les côtoie beaucoup autour de la rééducation périnéale, la rééducation abdominale. Et donc, on discute. Et donc, il y a des symptômes qui sont là depuis longtemps. Et en fait, on est dans toute la particularité d'un syndrome. C'est-à-dire que pour la médecine, c'est pas une pathologie. Parce que il y a pas, ça rentre pas dans des cases très, très carrées et il y a pas ce qu'on appelle une étiologie, il y a pas quelque chose de logique. Donc, quand on arrive, en fait, devant un médecin, pour lui, c'est pas une maladie. Donc, comme c'est pas une maladie, qu'il l'a plus ou moins vu dans ses cours. Moi, en tant que kiné, non, je ne l'ai pas vu. En tant que kiné de la femme, je l'ai appris. Les sages-femmes sont normalement formées à cette pathologie, les gynécologues aussi. Mais en fait, ils se disent, bon, c'est des petites choses. Sauf que des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses, ça fait le syndrome. Et que ce syndrome, quand on l'annonce en général à des jeunes filles, et encore là, ce sont que des jeunes femmes qui l'ont su assez tôt, mais il y a de plus en plus de femmes qui le découvrent à 30, 35, 40, 45 et qui se disent, mais je suis passée à côté de quoi, en fait? À côté de tellement de choses, notamment autour du surpoids, en fait. Parce que on leur dit juste de mieux manger. Et puis, on va pas chercher derrière tout ce qui pourrait être hormonal. Donc, je pense que ce qui est mis en lumière là, vraiment, c'est ce retard diagnostique qu'il faut réduire de plus en plus. Et la médecine a clairement sa part de responsabilité à tous les étages. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, on est ce qu'on appelle sur la transition primaire. C'est-à-dire que quand une patiente se livre à moi, en fait, quand j'ai des doutes, je me dis, tiens, ça ressemble quand même. C'est un peu dans les cases du SOPK. Évidemment, je ne pose pas de diagnostic, je suis pas là pour ça. C'est pas ton Mais je rôle. dis, peut-être que vous pourriez en parler à votre médecin généraliste, peut-être que vous pourriez en parler avec la sage-femme qui vous suit. Et là, tu as planté une graine. Voilà, j'ai planté la graine, j'ai donné le starter et après, le mieux, c'est de travailler, je pense, en équipe quand on le peut et donc de rediriger les patientes vers des gens qu'on sait, nous, compétents et formés parce que ça leur enlève une charge mentale supplémentaire. Mais malheureusement, avec le système français tel qu'il est, on ne peut pas toujours. Parce qu'en fonction de là où les patientes habitent, en fonction de là où elles sont soignées, on peut des fois travailler en équipe et puis des fois on ne peut pas. Mais c'est important que le corps médical se saisisse vraiment à tous les échelons des signes du SOPK pour pouvoir les accompagner au mieux, quoi. SOPK, ça rime forcément avec endométriose ou pas, comme pour Billy? Non, pas du tout. Non, pas du tout. on C'est est d'accord, vraiment hein. pas C'est la pas même parce qu'on a chose. une endométriose qu'on a SOPK et inversement. C'est un hasard. Il y a un lien quand même qui a été montré entre les deux parce qu'il y a une racine un peu commune qui est l'inflammation. Mais c'est, je crois, 20% quand même des J'ai retrouvé un lien. Le SOPK. SOPK augmente le risque de cancer de l'endomètre. J'ai ça, Mais qui n'est c'est pas pas l'endométriose. l'endométriose. Ce n'est pas l'endométriose, parce qu'on rappelle que l'endométriose n'est pas un cancer. D'ailleurs, je continue sur l'étude. Ça associe un risque de dépression. Forcément, si on met 10 ans à découvrir, je comprends. Et puis, forcément, pour les femmes en surpoids, le risque de développer diabète de type 2, des foie gras non alcooliques, etc. Donc, on a parlé de l'endométriose, je vais revenir dessus parce que ça, pour le coup, c'est mon domaine d'expertise. C'est vraiment des femmes que j'accompagne énormément au cabinet. En fait, c'est vraiment pas la même étiologie, donc la même origine de la pathologie.
ce que tu disais est très juste, l'inflammation. Mais en fait, un corps qui dysfonctionne est un corps inflammatoire. Un corps en qui on en demande trop est un corps inflammatoire. Et le terrain inflammatoire, le corps inflammatoire, devient un terrain à d'autres pathologies, en fait. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, et l'une et l'autre, il y aurait des causes génétiques. Donc, en fait, c'est aussi des fois juste la faute à pas de chance dans la génétique. Il y avait les deux. Des causes environnementales, en fait. Donc, c'est l'épigénétique, c'est la façon dont s'exprime la génétique. Et puis après, le mode de vie. Et ce qui rend aussi nos corps et nos terrains très inflammatoires, c'est nos modes de vie. Donc finalement, on arrive à trouver des solutions dans notre mode de vie, que ça soit pour l'endométriose ou que ça soit pour le SOPK, parce que là où elles sont similaires, ces pathologies, c'est qu'on est sur des pathologies de la femme exclusivement. Donc la médecine n'étudie pas du tout de la même manière que des pathologies qui sont qui touchent aussi les hommes. La médecine n'a pas toujours écouté les femmes, hein, clairement, c'est assez récent, d'écouter les femmes, d'écouter la douleur de la femme. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles, on doit se remettre en question parce que, là où elles sont aussi, synonymes, où elles se ressemblent beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une femme sur 10 à peu près. Si on prend les femmes en âge de procréer, il y en aurait même 1 sur 5 atteintes d'endométriose et il y en aurait 1 sur 10 atteintes de SOPK et que c'est les 2 pathologies, voire même plus parce qu'il y en a 70 qui ne sont pas diagnostiqués. C'est ça, Donc c'est c'est surtout surtout ça, le vrai enjeu de santé publique, c'est le sous-diagnostic et le mal-être qu'il y a autour, vraiment. Parce que tu parlais de dépression, alors oui, il y a le fait d'être sous-diagnostiqué, mais il y a surtout le fait qu'en fait, par rapport à l'équilibre hormonal, tout simplement. Oui, les neurotransmetteurs sont pas produits de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un problème de production de sérotonine qui est lié au dérèglement hormonal. Mmh. Même une personne qui a été bien diagnostiquée, qui ne souffre pas particulièrement de son SOPK, qui peut avoir des symptômes légers, peut vivre une dépression parce que la production de intéressant. neurotransmetteurs est impactée de base. Donc Et ça, les clin c'est pour le coup alors quand il y a justement des difficultés et des symptômes importants, c'est pire, mais de base, il y a un problème hormonal qui s'explique et qui est d'ailleurs pas mal étudié dernièrement parce qu'il peut y avoir aussi un lien avec le TDAH, etc. Ah, en plus, Ah d'accord. oui, en fait, c'est vraiment un dérèglement hormonal global qui va pas juste impacter les règles, etc. Ça va impacter, voilà, Beaucoup de les choses. neuro D'ailleurs, Emeline ouais. avait cité plein de symptômes. Émilie, tu n'as pas cité beaucoup de symptômes. C'est parce que tu en avais peu ou parce que tu n'as pas eu l'occasion de les citer? Parce que moi, j'aime dire que j'ai un profil full infertilité, c'est-à-dire que j'ai dans les 3 critères de Rotterdam pour diagnostiquer le SOPK, j'ai les règles inexistantes Inexistante. et les ovaires d'aspect polykystique avec un taux d'AMH qui saute au plafond chez moi. Il y a même des biologistes qui ont demandé à regarder 2 fois mes analyses tellement étaient élevées, mais j'ai pas du tout d'hyperandrogénie, que ce soit clinique ou biologique. D'accord. Ouais. Donc, et on parlait de bébé cheveux tout à l'heure en off. Ouais. Donc il y a On doit ça. voir à la caméra. Il y a ça. Ça joue sur la pilosité. Mais je veux bien que tu développes les symptômes autres qu'on peut avoir. Ouais. Les symptômes, déjà, celui qui, en général, met sur la piste du SOPK, ça reste les règles. Soit l'absence de règles, soit l'irrégularité des cycles. C'est un peu le premier signe, chez nous, qui nous a alertés. Enfin, en fait, chez toutes les 3. C'est le premier signe où on se dit, ah, c'est bizarre. Le reste, on a tendance à se dire, dans certaines mesures, mais on a tendance à se dire, c'est juste moi. Oh, je suis juste un peu poilue. Oh, non, mais c'est juste que moi, ma génétique, je prends un peu de poids. Alors que pas vraiment. En fait, après ça, il va y avoir les symptômes d'hyperandrogénie. Donc, qui sont liés à l'excès de testostérone ou d'autres androgènes, donc tels que la perte de cheveux, notamment au niveau des tempes, sur le haut du crâne. La pilosité excessive à des zones plutôt masculines, donc le menton, la moustache, en bas du ventre. Enfin voilà, il peut y avoir un peu le torse aussi. L'autre aspect, j'ai un trou sur l'hyperandrogénie. Il y a L'acné. l'alopécie, oui, l'acné. L'acné qui va être généralement une acné hormonale plutôt à ce niveau-là. Puis après, tous les autres symptômes du syndrome métabolique, donc fatigue chronique, prise de poids inexpliquée, difficulté à en perdre, fringales de sucre, problème avec la gestion de la satiété, voilà. Bien sympathique, votre petit cocktail. Ouais, et là, il y en a encore d'autres. Là, après, je pourrais citer, je sais pas, les symptômes, déjà, tout ce qui est un peu SPM, ça peut aggraver le SPM, tout ce qui va être trouble Syndrome anxieux. prémenstruel. Ouais, syndrome prémenstruel, trouble anxieux, dépressif.
Globalement, je trouve la fatigue dont on parle peu, qui est vraiment une caractéristique commune et très souvent sous-estimée, mais vraiment une fatigue chronique. On se réveille, on est épuisé, on va se coucher, on est en forme et on n'arrive pas à dormir. Donc, c'est vraiment un dérèglement aussi Vous reconnaissez là-dedans? Là, j'ai vu beaucoup de oui, c'est le matin fatigué, mais le soir, c'est la fête. Bah oui, on a un rythme un peu déréglé. Et puis, alors, c'est intéressant, enfin, je rebondis là-dessus. On parlait aussi du trouble anxieux. En fait, toute cette fatigue chronique, ça fait partie des symptômes aussi qui sont pas compris, pas reconnus par notre entourage. Alors, on peut avoir un entourage qui comprend, mais par la société de manière générale. Et je pense aussi que ça contribue en fait au mal-être des patientes. C'est que, bah, effectivement, à la base, on a un trouble anxieux. On a des symptômes quand même qui sont très difficiles à vivre, qui vont altérer la qualité de vie. Tu parles de la fatigue chronique. Enfin, je pense que toutes les trois, on peut dire que ça nous a ralenti à l'école. Ensuite, pendant nos études, quand même, on partait pas avec les mêmes chances que les autres. Ça ralentit les carrières aussi. Enfin, je pense, pour le coup, que ça ralentit les troubles les carrières. cognitifs aussi. La concentration. Mémorisation. Non, Ouais, concentration, ce fait de, on appelle ça en anglais brain fog, donc en gros ce brouillard mental où moi parfois on peut me parler, j'ai oublié ce que la personne a dit. Et là du coup je fais bon ok je dois et ça c'est constant. Toi aussi Émilie. Ah, complètement. Ouais. Mais moi à l'époque je savais pas que c'était le SOPK. Parce que j'ai l'impression d'avoir toujours eu des problèmes de concentration à l'école où j'avais du mal à me concentrer plus d'une demi-heure, 1 heure, il fallait que je bouge. J'ai ce côté hyperactif aussi, mais qui s'était amplifié ces dernières années au travail. Et plutôt que de réfléchir à pourquoi ça venait comme ça, ça commençait à s'amplifier, j'ai dû chercher des manières en fait de m'organiser. Mais du coup, dans ma vie de tous les jours, j'ai mon ancien chef qui m'appelait contrôle queen en fait, parce que je suis dans le contrôle permanent. Et l'organisation permanente, parce que si je ne fais pas ça, mon cerveau va à gauche, à droite, impossible de me concentrer. On parlait du TDAH, justement. Voilà. Moi, tu fais des listes. Ah oui, bah oui. Voilà. Je suis obligée, sinon j'oublie. Des to-do list. Ouais. Vous êtes des pros des to-do list. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi la charge mentale. C'est vrai pour toutes les pathologies chroniques, mais surtout pour le SOPK. Et qui contribue encore au mal-être des patients, plus la non-reconnaissance de la pathologie par la société, si bien au niveau de l'ALD, la prise en charge des soins. Il y a un reste à charge qui est très important pour les patientes. Mais aussi, il n'y a aucun aménagement possible, malgré l'impact sur notre qualité de vie, justement. La prise en charge des soins. Quels sont-ils, ces soins? Qui veut en parler? On va refaire le tour de table comme ça. Émilie. Alors moi, j'ai la chance, ça a été assez simple, parce que vu que j'ai un profil vraiment spécifique gynéco, j'ai trouvé mon gynéco avec mon objectif d'avoir un bébé. Et j'ai gardé le même. Et mon suivi, ça a été mon suivi finalement PMA. C'est le suivi PMA, oui. Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, du coup, c'était mon objectif. J'ai pas connu le SOPK en dehors de mon parcours PMA. La question va être comment je vais faire après, de quelle manière je vais le gérer, comment ça va être pris en compte, parce que j'ai un profil finalement où les signes et les symptômes peuvent être restreints par le médecin, parce que oui, mais vous devrez pas trop souffrir, si c'est juste, vous n'avez pas de règles. Il y a même des gens qui iront jusqu'à dire « tu as de la chance de ne pas avoir de règles ». Non, c'est pas une chance. Ça, c'est des phrases insupportables à entendre. C'est des phrases insupportables que j'ai entendues en plus toute ma vie avec l'endométriose. Il faut surtout rappeler que la physiologie de la femme, c'est d'avoir des règles aux alentours de 30 jours, entre 24, 26, 30, 35. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est que si on n'a pas ces règles tous les mois, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Quel qu'il soit. Là, on parle de SOPK, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, en fait, plusieurs variations de cycles répétées dans un trimestre ou dans un semestre, on va consulter. Vraiment. Parce que la norme veut qu'on ait nos règles tous les mois. Ouais. Donc là, c'est le parcours PMA. C'est le parcours PMA. La seule chose pour laquelle je pense que je vais un peu, et je me bats depuis 1 an, et je pense que je vais continuer à devoir me battre, c'est que quand on n'a pas un profil SOPK avec résistance à l'insuline, et quand on n'est pas en surpoids, pour avoir des tests pour vérifier la résistance à l'insuline, c'est la croix et la bannière. Moi, à chaque fois, on me dit « mais je vais vous faire un test sur la glycémie à jeun et puis ça ira ». Sauf que si la glycémie à jeun n'est pas bonne, c'est déjà trop tard. Et pour le moment, ça fait 1 an et demi que je me bats, notamment avec ma médecin généraliste, pour faire des tests plus précis et plus spécifiques sur la résistance à l'insuline. Impossible. Moi, je les ai payés. J'allais évoquer... Il y a un moment, je me demande si on va pas faire ça. Mais je paye mes analyses aujourd'hui. Il faut savoir que le système médical tel qu'il est fait maintenant, il y a eu de tout temps, en France, depuis la sécurité sociale, un tiers payant, un tiers payeur, qui est la CPAM. Du coup, on n'est en fait pas libre de nos décisions. Moi, j'ai la double casquette kiné et ostéopathe. Donc, j'ai vraiment ma pratique kinésithérapie
qui est avec la nomenclature générale des actes professionnels, la mutuelle, la sécu, etc. Et de l'autre côté, j'ai l'ostéopathie Qui est où pas prise en tout charge. ça, c'est mis de côté. Donc, on voit bien qu'on n'a pas, enfin, moi, je le vois et je l'expérimente au quotidien, que j'ai pas la même façon de travailler. Et il faut savoir que je suis paramed en plus. Donc, j'ai pas les mêmes obligations que des professions médicales à responsabilité limitée comme les sages-femmes ou des professions médicales comme tous les médecins. Et eux, en fait, ils sont clairement fliqués. On peut utiliser ce mot-là. Donc, en fait, le score de HOMA, parce qu'on parle de celui-ci, Oui, c'est parce ça. que Oui, c'est bien pas sûr. que Pour la glycémie. résistance à il est l'insuline. pas- C'est ça, c'est pas que la glycémie à jeun, c'est aussi l'insuline, etc. On fait un calcul pour savoir si on est insulino-résistant, en gros, pour faire simple, un prédiabète, pour savoir si le diabète de type 2 va arriver. En fait, c'est juste pas remboursé. Et en plus, s'ils le prescrivent de manière remboursée, ils sont fliqués. C'est comme la vitamine Donc, D, ils peuvent plus la prescrire. Exactement. Mon Voilà. médecin Ça, me je dit de l'ai la payé la payer et de la dernière fois. demander à côté. Il peut C'est plus la ça. mettre Ouais, sur moi, je l'ai payé l'ordonnance, aussi, sinon elle. il se fait appeler. Ouais, tout C'est à pas fait. forcément effectivement le professionnel, c'est ce que tu veux dire, Sabrina, qui ne veut Non, pas, c'est pas le mais professionnel qui veut pas, c'est que c'est à l'heure compliqué. actuelle en France, à partir du moment où on rentre dans un cursus de soins où le professionnel est conventionné avec la sécurité sociale, quand on signe cette convention, on prend des engagements. Donc du coup, on est un triptyque. Et dans les enjeux de santé publique, ça rentre en compte. C'est pour ça que des fois, c'est bien aussi de dire à son professionnel de santé, écoutez, je sais pas, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher le soin, est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus, est-ce qu'on peut se permettre de passer l'étape ou passer chez un spécialiste? Parce que les spécialistes, ils n'ont pas les mêmes latitudes en fait. Ils peuvent prescrire certains soins que les généralistes peuvent pas prescrire, par exemple, ou que les sages-femmes peuvent pas Ou comme le prescrire. disait Eva, en fonction du tarif et Bah des oui. possibilités Oui, parce financières, de que- le faire soi-même. Je crois que le HOMA ne doit pas être Non, le plus cher. c'est 20 € max, Ouais. grand max. Mais après, le problème, c'est que même le HOMA n'est pas forcément exact sur une résistance à l'insuline. Et qu'aujourd'hui, la plupart des bilans qui sont prescrits, il manque tellement de choses. Donc, Et surtout, il faut c'est- dire que l'insulinorésistance, ça fait quand même partie du syndrome métabolique dont tu as parlé tout à l'heure, qui est en fait une des causes en fait de santé, parce que ça amène au diabète de type 2, ça amène aux pathologies ça. cardiaques, ça amène à plein de choses. Sauf qu'en fait, une grande partie de la population est en insulinorésistance. Donc en fait, derrière, s'ils reconnaissent la santé publique, la CPAM, ils ont besoin de faire des études pour savoir qu'est-ce qui va être intéressant de diagnostiquer, de pré-diagnostiquer cette insulinorésistance, qu'est-ce qui est le traitement derrière et qu'est-ce que ça va amener comme économie de santé. On est Oui, vraiment sur clairement, l'économie de santé. Donc du coup, derrière, il y a aussi le fait que si on paye notre score HOMA et qu'on a notre score HOMA et qu'on a une insulinorésistance, c'est pas non plus signe d'un SOPK. Il faut mettre tous les Ah oui, syndromes. oui, bien sûr. Voilà. Donc, dans l'autodiagnostic, moi qui suis professionnelle de santé, j'ai parfois du mal à m'autodiagnostiquer. Donc, c'est compliqué. Mais malheureusement, le système de santé fait qu'on a envie. On a envie de trouver des réponses, qu'on soit patiente. Quand on est patiente, on a envie de trouver des réponses, Ah surtout bah oui. si la médecine ne nous la donne pas, quoi. Complètement, Donc, c'est légitime. c'est hein. légitime. Sachant que tout- enfin, là, si on part d'une femme SOPK, les recos, ça reste quand même de faire les tests de l'insulinorésistance, Bien quel que sûr. soit le profil de la femme, Oui. en fait. Et moi, à partir du moment où ces recommandations, elles sont là, Mais c'est des allons-y, quoi, sauf que recommandations là, c'est... récentes. Ouais, je sais bien, et C'est c'est très le temps que récent. ça arrive. C'est le Mm. temps que ça arrive. Et là, sur les congrès, tu commences à entendre parler enfin, oui, attention, ne vous arrêtez pas à l'IMC. Là, par exemple, à Paris Santé Femmes, on l'a beaucoup entendu dans la conférence, ils répètent souvent, faites attention, l'IMC ne veut pas dire que la femme n'a pas le SOPK ou qu'elle n'a pas d'insulinorésistance, mais c'est très, très, très récent. Et en fait, quand tu prends le pool de gynécos qui sont sur ces congrès, déjà, ils sont dans une démarche active de se former et ça représente peut-être même pas 5% des pros de santé en France. Donc, en fait, il faut penser à tous les autres qui n'ont pas accès à cette connaissance et ne vont pas forcément chercher aussi les dernières recommandations, etc. Ça fait partie de nos obligations professionnelles Oui, de se mais- tenir au courant. ouais. Eh bien, on en parle aujourd'hui. Il y en a certains qui vont nous regarder, Ça qui fait vont dire partie de la tiens, formation des professionnels de santé, Oui. on va y croire. Voilà. toi, ton Donc, traitement, Emeline, il consiste en quoi actuellement pour le SOPK? Alors moi j'ai un traitement anti-androgène puisque je souffre encore malheureusement d'hyperpilosité. Alors c'est marrant, on voit que quand on progresse avec l'âge, on le vit un petit peu mieux. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est exposé à des images où enfin on voit des femmes avec des poils. C'est donc, vrai qu'on est dans cette va génération-là. mais voilà, en 2005, ça allait pas vraiment l'histoire de la pilosité. Mais oui, moi là j'ai un traitement anti-androgène et puis j'essaye de maîtriser
mon hygiène de vie. Et pour revenir à l'IMC, c'est intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, on pense encore à la femme qui a un SOPK. C'est une femme qui est en surpoids et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, en fait. C'est ça. Finalement, finalement Là, on est aujourd'hui, quand même complètement à l'inverse. on dit Parce que tout là. La seule qui l'a pas, c'est celle qui est en surpoids. Donc. Mais 50% des patientes seulement sont en surpoids, en fait. Mais c'est bien de le dire. Comme la population sans pathologie, en Mm. fait, finalement. Donc traitement anti-androgène, oui, pour essayer de maîtriser. Et puis, j'ai aussi un traitement dermatologique pour la perte des cheveux. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je déplore aussi aujourd'hui dans le parcours de soins. C'est que moi, j'ai perdu mes cheveux pendant 10 ans. J'ai passé, par épisode, hein, j'ai passé des soirées entières à pleurer, à ramasser mes cheveux, à boucher la douche, enfin une catastrophe, quoi. Et je savais pas, on m'avait pas dit d'aller voir le dermatologue. Jamais. On m'a dit que pour ma perte de cheveux, je devais aller voir le dermatologue. Eh bien, on l'a dit. Et maintenant, j'ai un traitement depuis 1 an et demi. Voilà. Alors voilà, il y a les petits cheveux, hein, Eva, tu en parlais. Moi, je mets des petites pinces, regarde, comme ça cache un petit peu. Mais il y a des repousses et j'ai récupéré. À la base, j'avais une bonne masse quand même, donc j'ai réussi à récupérer. C'est indiscret, mais là, ce sont tes vrais cheveux. Oui, ce sont mes Bon, vrais bah cheveux, voilà, c'est plutôt, coiffés aujourd'hui pour l'occasion. Je fais pas toujours, mais et en fait, j'ai réussi quand même à avoir des repousses. Donc, mais je pense que malheureusement, il y a des patientes pour qui, la perte de cheveux s'accélère et ça peut Être perturbant. C'est difficile à vivre et Mhm. puis surtout, il faut essayer de préserver au maximum ça. Je me dis, j'aurais mieux préservé ma masse de cheveux si il y a 10 ans ou il y a 15 ans quand on m'a Tu l'avais diagnostiqué, on m'aurait dit d'aller voir le Eh oui. dermatologue. Donc là, toi aussi, donc perte de cheveux. Quels autres Ouais. symptômes? Moi, là, aujourd'hui, je suis plutôt... Enfin, je me sens quand même beaucoup mieux. J'ai retrouvé des cycles plutôt réguliers. Ça peut varier quand même et être un peu plus long que la moyenne, mais globalement, aujourd'hui, à part la chute de cheveux, et peut-être un peu l'acné, mais une acné légère. Je souffre plus vraiment d'autres symptômes, à part plutôt tous les symptômes qu'on voit un peu moins. Enfin, je dirais par exemple la fatigue chronique, ça c'est vraiment un truc... fatigue chronique, je dirais un peu trouble cognitif. Ça, c'est Oui, ce que vraiment tu moi disais, ce qui... Mais quel traitement tu as actuellement? Alors, Ce moi, qui va nous j'ai... permettre de parler de Sova, à mon avis. Moi, quand j'ai, pour une fois, réellement été diagnostiquée, j'ai pas voulu tout de suite me lancer dans un parcours, j'arrête la pilule, et parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'hygiène de vie, c'est prouvé, permet d'améliorer considérablement les symptômes, mais ça reste une énorme charge mentale. Parce qu'aujourd'hui, avoir une hygiène de vie vraiment, je dirais, aux petits oignons, c'est déjà compliqué quand on n'a pas une pathologie chronique, mais quand on a une pathologie chronique et que ça devient quasiment obligatoire, c'est vraiment une vraie charge mentale. Donc moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas voulu tout de suite partir dans ce combat-là, donc j'étais sous pilule et je l'ai conservé pendant 1 an. Et j'ai pris le temps de me renseigner sur pas mal d'options, ce qui existait. Mon gynéco de l'époque m'avait recommandé des compléments alimentaires. Et donc, j'ai pris ces compléments pendant 1 an. Et voilà. Et au bout d'1 an, j'ai décidé d'arrêter la pilule pour vraiment me concentrer sur cette médecine de l'hygiène de vie et sur l'aide de la micronutrition. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai cofondé Sova avec ma sœur, qui est une entreprise de compléments alimentaires qu'on veut être spécifiquement dédiée aux femmes SOPK, mais qui n'est pas à viser de guérir le SOPK. Je le précise vraiment, c'est bien de le très, dire. très important. Ce n'est surtout pas, les compléments alimentaires ne sont pas des produits miracles et sur lesquels il faut mettre tous les espoirs. Ça reste des soutiens micronutritionnels qui sont intéressants. Dans mon cas, ça a été assez efficace pour favoriser le retour de mes cycles. Et stabiliser mon poids et ne pas subir trop de symptômes d'hyperandrogénie qui, avec le poids que j'avais pris, s'était un petit peu développé. Parce qu'aujourd'hui, on parle du poids. En fait, pourquoi les médecins parlent souvent du poids aussi, c'est parce qu'on le sait que la résistance à l'insuline qui encourage la prise de poids encourage aussi le développement des symptômes. Et je dirais l'expression des symptômes, c'est-à-dire qu'elle peut aggraver. Et donc, quand on arrive à maîtriser cette résistance à l'insuline, moi, c'est mon cas, j'ai une résistance à l'insuline. Quand on arrive à mieux la maîtriser via l'hygiène de vie, le sport, etc., on peut diminuer en partie, pas toujours, parce qu'il y a des moments où aussi on peut avoir des femmes qui perdent beaucoup de poids et qui ne voient aucun symptôme s'améliorer. Ça arrive aussi. Mais dans mon cas, ça a été plutôt efficace, c'est-à-dire de maîtriser ma prise de poids et même de perdre un petit peu de poids et de soutenir mon corps avec des compléments alimentaires spécifiquement adaptés. Exactement. Donc, si jamais quelqu'un nous regarde là, qui souffre de SOPK, aimerait être intéressé par ce que tu proposes, il suffit de te contacter sur... Alors, on a le site internet sova-care.com, on a notre compte Instagram aussi, on répond à tout.
toutes les questions qu'il y a sur nos compléments et on peut aussi orienter vers les bons compléments. Parce qu'on le disait tout à l'heure un peu en off, mais il y a des vraies contre-indications avec les compléments alimentaires. C'est pas des bonbons. On nous demande souvent de faire des gummies, de faire des formes de gummies. Et nous, c'est Hors de question. inenvisageable parce que Merci. les gummies sont beaucoup trop associés à des bonbons. Or, des Quelque compléments chose alimentaires d'anodin. ne sont pas des bonbons, ne sont pas non plus un traitement. Parfois, on peut recevoir des messages: «J'aimerais essayer votre traitement». Nous ne sommes pas un traitement. C'est vraiment des compléments alimentaires. Donc, voilà, c'est un soutien nutritionnel. Nous, on aime bien dire ça. Et donc, oui, on répond à tout sur Instagram et on oriente un petit peu selon les symptômes principaux. On peut du coup se diriger vers certaines plantes, certaines vitamines, certains ingrédients qui vont être plus intéressants en fonction des symptômes que présente la personne. Voilà. Sabrina, Moi, j'aimerais bien rebondir sur Rebondis. sur la perte de poids, parce qu'effectivement, l'insulinorésistance vient aussi avec la prise de poids. Après, c'est la machine encore qui s'emballe. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de perte de poids, en général, entre 5 et 10% du poids de la personne suffit à améliorer les symptômes. Merci de le dire. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui ferait 100 kilos, ça fait entre 5 et 10 kilos. C'est pas 30 kilos. C'est pas des choses qui me semblent inenvisageables parce que 30 kilos, quand même, faut vraiment. Et je confirme, effectivement. c'est- C'est qu'on voit des améliorations, il ne faut pas beaucoup finalement. c'est ça, en Et fait. puis c'est surtout, en fait, je pense que le 5 et 10%, il permet de voir des résultats parce que ce 5 et 10%, il va être fait en 3 mois. Et c'est 3 mois où la personne, elle va juste avoir une hygiène de vie adaptée. Au final, c'est même pas tant la perte de poids, c'est même pas tant le chiffre Un mélange et des les deux. kilos qu'on perd. Alors oui, mais en fait, ces kilos, ils vont être perdus simplement parce que la personne, elle a adapté son alimentation, elle s'est mise à faire du sport. Et en réalité, c'est ça. Moi, si demain, je me mets à manger de manière plus du tout adaptée, plein de produits transformés, etc., et que j'arrête de faire du sport, même si je ne prends pas de poids, mon SOPK, et du moins mes symptômes, Vont s'accentuer. vont s'accentuer. Il y a les deux, en fait. Tu me dis, Oui, Sandra, après, si je ça me trompe, favorise mais l'inflammation. voilà, les cellules graisseuses, les adipocytes, favorisent l'inflammation. On a Oui. parlé de l'inflammation qui favorisait le SOPK, donc du coup de diminuer la masse grasse, parce qu'en fait, quand on dit de perdre du poids, on dit de perdre de la masse grasse, parce que si vous perdez du muscle, en fait, si vous perdez 10 kilos de muscle, on va tous avoir un problème. C'est très facile de perdre de l'eau et du muscle, hein, mais c'est Ça, pas idéal. C'est très, très rapide. Donc, en fait, on veut perdre 5 à 10% de masse grasse. On veut entretenir le muscle, parce que jusque-là, on n'en a pas parlé, mais en tant que kinésithérapeute, je vais quand même prôner le mouvement. Il faut, Sabrina. Dans l'hygiène de vie dont on parle depuis tout à l'heure, qui est finalement l'un des principaux traitements qu'on a à l'heure actuelle pour stabiliser et améliorer les syndromes du SOPK, il y a l'alimentation, bien évidemment. Donc, avoir des apports énergétiques corrélés à sa dépense énergétique, mais aussi des micronutriments qui vont avec la complémentation alimentaire, mais les premiers micronutriments arrivent par les fruits, les légumes, etc. Et une fois qu'on a mis tout ce qu'il fallait dans l'assiette, il faut bien l'autre côté qui est l'activité physique. Et l'activité physique, ça permet d'avoir du muscle. Du muscle, ça consomme plus de glucose. Donc forcément, par rapport à l'insulinorésistance, ça équilibre. Mais ça permet aussi, l'activité physique, elle neuromodule quelque part, elle permet aux nerfs de mieux fonctionner. Et quand on parlait de syndrome dépressif, en fait, ce sont les nerfs. Nous sommes que des nerfs. On est géré que par nos nerfs. Le cerveau, la moelle épinière, tout est nerveux chez nous. Et du coup, faire du sport, ça amène certes des bonnes hormones, de l'endorphine, on le sait, normalement on est bien après avoir fait du sport, même si sur le moment ça fait mal, après on est bien. Et par contre, ça neuromodule, donc ça permet d'avoir les nerfs qui fonctionnent mieux, en fait. Donc tout ça fait que plus l'effet sur la consommation de glucose, comme j'ai dit, tout ça, en fait, ça fait le combo gagnant. Et que les gens aient un SOPK ou pas, c'est quand même la base de d'avoir une activité. C'est la base de toute bonne hygiène de vie. Mais là, on s'aperçoit effectivement que sur ces dérèglements hormonaux, puisque c'est ça le SOPK, l'hygiène de vie vient soutenir finalement le bon fonctionnement hormonal. La recommandation de Sabrina kiné en termes d'activité physique, je pense que le minimum, c'est déjà ça de gagner, mais s'il y avait une recommandation... On essaye de faire le minimum qu'on peut, c'est-à-dire de faire des déplacements en marchant, peut-être à vélo, etc. Mes recos vont se reposer sur les recos internationales, donc de la HAS. On marche 30 minutes par jour, c'est possible.
Et on fait une activité physique 3 à 4 fois par semaine. Dans cette activité physique, on met du renforcement musculaire. Vraiment, la pathologie du SOPK, ce sont des femmes. Les femmes ont le plus souvent peur de porter lourd, de faire du muscle. Donc non, c'est pas parce qu'on va 2 fois par semaine à la salle, même qu'on On devient met... un monstre. Hein. J'ai 8 Ou ans un de salle, camionneur. je suis pas un Eh ben monstre. voilà. Donc on est sur Pareil, des temps de salle, on physiques change pas de tout à camionneur fait non plus, corrects. tout va bien. Aussi Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important Course à de pied. déconstruire. Parce que, alors moins dans cette génération que dans la génération qui ont 50 ou 60 ans, mais elles avaient vraiment cette image que si elles faisaient du renforcement musculaire en portant du poids, elles auraient des physiques à la Schwarzenegger, quoi. Mais nous, on Donc, reçoit des questions tous les jours hein, sur ça, hein, bah, j'aimerais aller à la salle, mais moi, je veux pas, j'ai trop peur de devenir énorme. Enfin, on reçoit des questions. Non, Il mais y a beaucoup de soulever du préjugés. poids. Mais en plus, ça fait du bien à la tête de soulever du Et poids. si on est au poids du courir. corps, alors Si on là, est on au poids risque du corps, c'est parfait, parce rien. Enfin, on n'est pas guillemets. obligé d'aller à la salle. C'est-à-dire que Mm. il faut pas avoir peur de soulever lourd. Si vraiment on n'aime pas ça, que l'ambiance de la salle ne plaît pas, On fait autre chose. chez soi, des élastiques, un tapis, du pilates YouTube. réformeur, du yoga, YouTube. voilà. Vous regarderez l'émission super pour d'aujourd'hui ça. aussi. Ouais, voilà. Exactement. Donc, en fait, le principal, c'est sur ces 3 à 4 activités physiques semaine, de faire 2 fois, si possible, du renforcement musculaire et 2 fois plutôt cardio. Donc, cardio modéré, ça veut dire que quand on fait l'activité, on est censé parler en étant un petit peu essoufflé quand même. Voilà. Mais on est censé pouvoir parler. On est censé pouvoir parler. Après, Donc, renfort Après, ça- musculaire, ouais. ici, course à pied. C'est ça, Emeline 4 marathons. Oui. ouais. Je crois que c'est le plus beau cadeau que le SOPK m'ait fait parce que comme on m'a diagnostiqué la résistance à l'insuline, on m'a dit faites un sport d'endurance, donc du renfort et de l'endurance. Et j'ai commencé à courir et j'ai couru 5 km, 10 km, je suis allée en club. Marathon. J'ai fait 4 marathons. Ouais, et c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, donc je pense qu'on peut voir du positif. Ah, bah, il faut sur le toujours essayer d'en diagnostic aussi. trouver. Et puis par rapport à l'hygiène de vie, je me permets de rebondir aussi, c'est qu'en fait, on nous parle beaucoup de l'alimentation et du sport, mais il y a aussi gestion du sommeil, surtout essayer de dormir suffisamment, gérer le Toutes les stress, règles. le psycho-émotionnel et les perturbateurs endocriniens dans l'environnement, si on peut, autant qu'on peut en tout cas, parce qu'on peut pas, On peut pas se mettre sous contrôler. cloche, Pas mais agir, voilà. on ne peut pas agir sur tout, mais il y a de plus en plus C'est ça. de prises de décision personnelles qu'on peut C'est avoir ça. pour limiter les perturbateurs endocriniens. On arrive déjà sur la fin de l'émission. J'aimerais bien l'une après l'autre, très rapidement, que on va commencer par Émilie. Émilie, si tu devais dire une chose à la patiente, à la femme SOPK qui nous regarde, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que tout va bien se passer, que tout est possible et que, à titre personnel, moi, il y a une chose dont je n'ai jamais douté, c'est que j'arriverai à avoir un enfant. Voilà. Aidée évidemment par le discours des professionnels de santé. Mon gynéco qui m'a dit à mon premier rendez-vous, je n'ai jamais aucune femme de votre profil qui n'a pas eu d'enfant. Ça va être long, il faut être patient, mais on y arrive. Voilà. Très bien, merci. Pour toi, Emeline, qu'est-ce que tu dirais à cette femme SOPK qui nous regarde? Bah déjà que statistiquement, on a le même nombre d'enfants que les autres femmes, effectivement, mais on met plus longtemps à les avoir. Et puis aussi, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et je pense que c'est vrai quand on vit avec le SOPK, et c'est vrai pour toutes les pathologies chroniques, mais voilà, la vie continue après le diagnostic et vous pourrez conduire voilà tous vos projets, que ce soit avoir un bébé, courir un marathon, tout ce que vous voulez, même avec votre SOPK. Je rebondis que ça parce parle c'est à Émilie, là. incroyable. J'ai des amis j'ai peu de gens qui savent que je suis en parcours de PMA, mais j'ai des amis qui le sont. Et pour mon anniversaire l'année dernière, elle m'avait demandé quelle était ma citation. Et sur Instagram, je mets des citations tous les matins. Et c'est exactement cette citation que je lui ai donnée. Elle m'a offert un mug avec le logo, le logo de mon compte Instagram PMA et cette phrase notée dessus. Et c'est mon mantra aussi. Rien n'arrive par hasard. Non. Et je ne le savais pas et on ne s'était pas entretenu Ouais, avant c'est là-dessus, hein, bien évidemment. Eva, qu'est-ce que tu dirais à cette femme SOPK? Ouais, moi je dirais que le SOPK c'est quand même une épreuve aussi de résilience, je trouve, et moi je le vois plus comme un cadeau parce que depuis que j'ai été diagnostiquée, je prends beaucoup plus soin de moi et je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même aussi. Donc une pathologie chronique, c'est terrible, on aimerait ne pas en vivre et vraiment pour celles qui n'en vivent pas, voilà, soyez en gratitude de ça. Mais pour le coup, je dirais que faut essayer de le voir comme un cadeau et comme une occasion de se concentrer sur soi, de prendre soin de soi et que globalement, en effet, tout est possible et on peut apprendre à mieux vivre avec.
que ça met du temps, qu'il faut s'écouter, qu'il faut apprendre un petit peu sur soi, sur la santé, mais qu'à la fin, moi, je trouve qu'on se sent beaucoup plus enrichi et je dirais empowered, je sais pas comment on pourrait dire en français, mais Oui. qu'on a plus le pouvoir. Au Actrice de final, sa santé. voilà, on se sent Comme on actrice disait. et on sent qu'on a plus le pouvoir. Donc voilà, faut le voir comme une occasion de prendre soin de soi. Merci. On finira par Sabrina, notre professionnelle. Oui. À toutes ces patientes SOPK qui viennent te voir et celles qui nous regardent. Exactement, mais surtout, je vais rebondir sur ce qu'elles ont dit toutes les 3 à l'instant, actrices de leur santé. C'est ce que je passe mon temps à faire sur les réseaux sociaux, de donner des informations pour que les gens soient acteurs de leur santé. Et c'est extrêmement important de se dire qu'elles ont les clés, qu'en tant que patiente experte, elles nous apportent beaucoup, nous, professionnels de santé, quand on n'a pas les données, et que la patiente qui nous regarde, il faut vraiment qu'elle se dise qu'il y a des solutions, il y a des réponses, et que si elle est tombée face à un professionnel de santé qui n'a pas eu la réponse, en fait, quelqu'un d'autre l'aura. Donc, il faut qu'elle n'hésite pas à continuer son parcours, parce que on est des humains, les professionnels de santé, on peut pas tout savoir sur Bien tout, sûr. mais de base, on est là quand même pour aider les gens, et qu'au fur et à mesure, on va apprendre. Tu disais, Emeline, que tu avais une formation pour les professionnels de santé dans SOPK Europe, c'est ça? C'est Femtech Connect qui a monté la formation justement à destination des professionnels de santé. C'est un organisme certifié Calliope. Et on a travaillé avec eux justement pour monter cette formation qui est destinée aux pros de santé médicale et paramédicale en complément de leur formation initiale pour mieux accompagner les patients justement. Voilà. Donc les choses se font. Merci de donner la parole pour ce genre de pathologie, parce que c'est comme ça en fait qu'on va y arriver tous ensemble et en parlant le plus possible. Exactement. Merci à vous en tout cas d'être venus témoigner ici avec sincérité et bienveillance. Merci à vous de nous suivre sur ABC Talk. On n'oublie pas que si on a aidé une seule personne aujourd'hui, on aura gagné, on aura tout gagné. Donc n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous et à très bientôt sur ABC Talk TV.